montrer que finalement, on devrait pouvoir le faire, qu'il y a des physiciens qui commencent à y songer. Alors on va interroger ce que disent les deux théories scientifiques de la physique les plus abouties à l'heure actuelle, et qui sont toutes les deux vraiment très appréciées, parce que mathématiquement elles sont très très belles, hein, et elles expliquent, elles unifient les deux physiques incompatibles, la théorie de la relativité générale et la mécanique quantique. Donc il s'agit de la théorie des cordes et de la théorie de la gravité quantique à boucle. Alors, les physiciens ont l'habitude de penser que ces théories n'ont rien à voir, qu'elles sont complètement incompatibles, mais bon, ça commence à changer. Alors, en essayant de faire une synthèse de ces deux théories, je vais vous montrer, ça va nous permettre de saisir un aspect fondamental, vraiment très important. Alors, la théorie des cordes, ça consiste à expliquer la matière en disant que la matière, ce sont des vibrations de l'espace. Des vibrations de l'espace, à l'échelle de Planck, c'est vraiment infiniment petit, mais en même temps, c'est infiniment complexe. C'est l'espace, la texture de l'espace qui vibre. Et pour arriver à faire vibrer la texture de l'espace, comme les mathématiques, elles ont des problèmes avec les espaces qu'on tord, etc., ils décident de rajouter 6 dimensions supplémentaires à l'espace, des dimensions spatiales. En fait, ils veulent arriver à faire vibrer les particules dans 6 dimensions de l'espace parce qu'ils n'arrivent pas à faire vibrer l'espace lui-même pour que ces particules vibrent. C'est pour expliquer l'indéterminisme de la mécanique quantique. Bon, voilà. Je n'en dirai pas plus, mais c'est pour vous donner une idée. De l'autre côté, les partisans de la gravité quantique à boucle, eux, ont compris, et ils ont raison, à mon sens, que c'est pas, il ne faut pas rajouter des dimensions supplémentaires. Il faut faire vibrer l'espace, et de manière extrêmement compliquée. Voilà, c'est-à-dire qu'il existerait... Et alors, pourquoi extrêmement compliqué? Parce que quand on s'intéresse à l'espace, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que la théorie des cordes qui dit qu'il faudrait rajouter 6 dimensions supplémentaires. Il y a aussi la théorie mathématique du grand mathématicien illustre Alain Kohn qui dit qu'il faudrait rajouter 6 dimensions, mais il les appelle spectrales. Et puis, il y a, personnellement, moi, je suis obligé de rajouter 6 dimensions. Alors, je suis obligé de rajouter des dimensions spatiales, parce que j'ai le même problème, pour résoudre le problème d'indéterminisme. Et donc, c'est à chaque fois 6. Et en fait, tout ça, c'est pour dire que, en fait, il y a bel et bien besoin, si on veut conserver la vision la plus simple possible de l'espace, et on sait déjà que l'espace il se tord, on sait déjà qu'il est élastique, donc on rajoute rien de plus en disant qu'on va définir 6 degrés de liberté de vibration de cet espace. La physique a besoin d'ajouter 6 degrés de liberté supplémentaires pour faire vibrer l'espace dans sa structure intime à l'échelle infiniment petite. Voilà, ça c'est la conclusion, comme ça je ne vous embête pas trop avec ça. Et donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, le point clé. Vous vous souvenez que j'ai dit le temps n'existe pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'erreur à faire, c'est de faire vibrer cet espace dans ce temps-là. C'est ce que font les physiciens de la théorie des cordes. Eux, ils font vibrer l'espace dans le temps illusoire. Et ils le font depuis des décennies, bien avant qu'on ait supprimé le temps en physique. Mais là, maintenant, ils sont fichus, parce que maintenant, les deux physiques sont d'accord que le temps n'existe pas. Donc on ne peut plus faire vibrer l'espace dans un temps qui n'existe plus. On est obligé de le faire vibrer dans un autre temps. Et si on fait vibrer dans un autre temps qui n'est plus le temps présent, ça veut dire qu'on le fait vibrer partout simultanément, exactement comme la surface d'une mer. C'est-à-dire que, imaginez, vous voyez cette mer ici, imaginez que par exemple le passé soit à gauche et que le futur soit à droite. Ça vibre partout. On s'en fiche de savoir où se trouve le présent là-dedans. Et simplement, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez une ligne temporelle maintenant, par exemple la trajectoire suivie par un bateau dans un espace qui vibre de cette manière-là. Imaginez que cet espace soit gelé. Hein? Imaginez qu'il soit complètement plat ou qu'il soit gelé. Mécaniquement, le bateau il aurait toujours la même trajectoire, parce que
tout serait parfaitement défini, il y aurait un déterminisme total sur la trajectoire du bateau. Mais si vous vous mettez à dégeler cette mer de vibrations, à ce moment-là, le bateau peut avoir plusieurs trajectoires. C'est-à-dire que si vous revenez dans une vie, imaginez que là, en bas, c'est votre naissance et en haut, c'est votre mort, voilà. Le fait que l'espace-temps puisse vibrer, donc que cette mer puisse avoir de vraies vagues, ça peut faire que votre vie change. Donc ça commence à devenir intéressant. Et il faut savoir que ces vibrations de l'espace, de toute façon, on les a observées. On ne sait pas si c'est des vibrations dans le temps ou hors du temps, mais on sait que le faux temps, l'ancien temps n'existe plus. Mais les ondes gravitationnelles, ce sont des vibrations de l'espace. Et on en a observé il n'y a pas longtemps, qui sont des ondes gravitationnelles, soi-disant émises par le Big Bang. Oui, ok, bon, condition de voir le Big Bang comme ça. Mais je vous parle de choses qui existent. Donc de vibrations de l'espace. Et ces vibrations de l'espace, via l'image que je viens de vous donner, sont susceptibles de nous donner la liberté de changer nos vies. Et figurez-vous que ce modèle... Alors, voilà. Donc on appelle ces vibrations hors du temps, on les appelle des vibrations quanto-gravitationnelles, parce que pour que ce soit vrai, qu'on puisse faire vibrer l'espace, on a le droit de le faire, mais c'est seulement au niveau quantique, à une échelle infiniment petite. Or, le grand Roger Penrose, illustre physicien mondial, est en train d'établir un modèle où il nous dit que la conscience réduit les états quantiques dans le cerveau. Dans le cerveau, il y a des effets de gravitation quantique, c'est-à-dire que la conscience serait liée aux vibrations de l'espace qui sont à l'œuvre dans notre cerveau. Et il affirme avec un médecin, un professeur de médecine, Stuart Damrosch, qu'il y a des signes de l'existence d'un état de cohérence quantique dans les microtubules. Alors moi, je ne m'étais pas trop intéressé avec cette théorie au départ, mais quand j'ai entendu dans une récente conférence Amros et Penrose répondre aux objections que je connaissais depuis longtemps, en invoquant une mécanique des chemins temporels, des lignes temporelles, en disant qu'un bit d'information ne joue pas sur une instruction séquentielle, c'est-à-dire dans le temps, dans le faux temps, mais sert de bit de commutation entre lignes temporelles, je me suis dit, mais c'est génial, c'est génial, ça y est, ils tiennent le truc. Ils tiennent le truc, et le truc, c'est que notre réalité ne se construit pas dans le temps, puisque ce temps-là n'existe pas. Notre réalité, c'est quelque chose qui, comme je vous l'ai fait sentir tout à l'heure, change tout le temps dans notre futur. Et là, j'ai représenté, par exemple, si j'étais venu en train, mettons, de Marseille à Namur, voilà le trajet le plus direct que j'aurais fait, par exemple, bon, je ne sais pas pourquoi il m'a mis Strasbourg. Bon, et puis, paf, à un moment donné, on s'est dit, tiens, je décide de passer par Lille pour aller voir un ami. Paf, d'un coup, ma ligne temporelle, elle change. Voilà comment ça se passe. C'est-à-dire que une simple décision, libre, hein, la question de la liberté, c'est autre chose, on verra après, a modifié instantanément, apparemment, mais en fait c'est instantané, la ligne temporelle qui vous attend dans votre futur. Et pourquoi c'est possible ça? Parce que toutes les réalités que vous pouvez emprunter dans votre futur sont déjà créées dans le vide. C'est ça la vraie mécanique. C'est-à-dire, et d'ailleurs on découvre aujourd'hui que le vide est un nouvel état de la matière qu'on ferait mieux d'appeler information. Et on découvre que la matière est une excitation du vide. C'est-à-dire que dans le vide, il y a plein d'informations, et tant que ce n'est pas excité, c'est invisible pour nous, et puis il suffit d'une simple excitation du vide, et ça devient la réalité que nous allons vivre. Voilà. Alors, nouvelle évolution implique un nouveau temps. Vous vous souvenez du modèle de la conscience de Roger Penrose. Donc, Roger Penrose relie la conscience aux effets de gravité quantique dans le cerveau. Je relie moi-même de manière totalement indépendante la conscience aux effets de gravité quantique, puisque ce sont les effets de gravité quantique qui permettent de changer une ligne temporelle et que ce changement est sous le contrôle de mes intentions. C'est au niveau de Dieu lui-même, si vous voulez. Avant que l'espace-temps existe, existait la conscience. C'est dans cet esprit-là. La conscience est première. Sans conscience, rien ne peut exister. Donc, vous partez de là. Comment vous faites pour créer un espace-temps dans lequel serait immergée la conscience? Eh bien, vous avez un gros problème, parce que quand vous mettez ça dans l'espace-temps,
eh ben, les vibrations quanto-gravitationnelles imposent la structure de ces trois centres-là. Hein, parce que tout est mécanique dans l'espace-temps. Donc il ne peut pas y avoir de libre arbitre. Donc s'il n'y a pas de libre arbitre, ça veut dire que la conscience, le point de focalisation de la conscience est sous le contrôle des vibrations de l'espace-temps matériel qui contrôle le mental et de celles qui contrôlent l'émotionnel. Donc il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit, il n'y a pas moyen de contrôler l'espace-temps en disant on se contente de plonger la conscience dans l'espace-temps. C'est pas possible. Maintenant, si vous considérez que cet ensemble quanto-gravitationnel que constitue la conscience et qui ressemble à une espèce en deux dimensions, à une espèce de toile élastique en vibration, si vous considérez que ça, en fait, ça c'est la manière dont on la visualise, parce qu'on a l'habitude de visualiser les choses comme ça, mais en réalité, ça n'est rien d'autre que de l'information, parce que la réalité, elle n'existe pas telle qu'on la perçoit. Si vous considérez que ce n'est rien d'autre que de l'information, vous avez le droit de dire on va bâtir une interface entre l'extérieur de l'espace-temps et l'intérieur de l'espace-temps. Une interface entre l'esprit et la matière. Et là, bon, moi je suis informaticien et je raisonne de différentes façons. Et je veux dire, imaginons que Dieu soit un informaticien, qu'est-ce qu'il ferait? Son objectif, c'est de faire évoluer l'espace-temps en modifiant les lignes de vie à l'aide de fluctuations quanto-gravitationnelles, c'est-à-dire d'informations. Les problèmes d'informatique qu'il a à résoudre, c'est d'abord impossible de changer une vie sans interagir sur toutes les autres. Et c'est un bordel. Hein. Donc, impossible de faire un seul bloc. Si vous changez la moindre chose dans une vie, les rencontres ne sont pas les mêmes, c'est impossible de faire... donc, c'est pas possible. Donc, il faut absolument prévoir des mises à jour séquentielles de réorientation. Et vous devez faire ça petit à petit et prévoir des mises à jour parce que les choses ne vont pas forcément aller comme vous le pensez. Il faut prévoir un apprentissage permettant de mettre en œuvre mécaniquement le libre arbitre via encore une autre connexion. Et il ne faut surtout pas laisser cette connexion consciente. Il ne faut surtout pas laisser notre connexion d'esclave à l'intérieur de l'espace-temps, il ne faut surtout pas la laisser consciente. Parce que si elle était consciente, nous aurions la mémoire du futur. Et cette mémoire du futur est totalement incompatible avec notre apprentissage. Si on vous annonce que vous allez vivre quelque chose d'horrible dans les 5 minutes qui viennent, vous allez l'accepter de façon zen, comme ça. Bon. Et pourtant, c'est peut-être un passage obligatoire, enfin, etc., etc. On pourrait politiquer là-dessus. Ensuite, de toute façon, il n'y a pas... La conscience est quelque chose qui a besoin d'évoluer. Et avant d'atteindre le niveau d'évolution pour avoir cette plénitude d'information, il faut quand même peut-être passer par certains cas. Donc, deuxième raison, angoisse considérable face au changement. Et enfin, la conscience serait de toute façon submergée par toutes les informations que vous avez sur votre vie et qui vous sont inconscientes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui a toutes ces informations concernant la mémoire de votre futur et qui a tout sur le sens de votre vie, etc. Mais il faut absolument la laisser inconsciente. Et on la met... Et donc, ça, on le garde inconscient, c'est ce qu'on appelle le subconscient, et ça sert de système de guidage. Et inversement, comme votre conscience du moi, parce que là, je fais apparaître le soi, et doit être liée à la matière, elle doit être reliée donc, à la mécanique, au corps, via ce qu'on appelle l'inconscient. Donc il y a deux sortes d'inconscient, il y a l'inconscient lié à la matière, et il y a l'inconscient lié à l'esprit, c'est-à-dire à l'extérieur de l'espace-temps. Alors je n'ai pas trouvé de mots pour définir la conscience totalement mécanique. J'ai cherché des mots, alors il y a Freud qui appelle ça le ça, Jung il n'en parle pas trop, bon, ça ressemble un peu à ce qu'il appelle l'anima, donc moi j'appelle ça conscience mécanique, mais bon, pour faire joli, j'ai décidé de l'appeler anima. Et donc nous aurions notre état de conscience ordinaire, ce serait le moi, et le moi serait en fait une interface entre la véritable conscience qui contient toutes les informations sur notre vie et qui est le soi, et ce que j'appelle l'anima, mais on peut l'appeler autrement,
et qui serait la conscience animale. Et donc, voilà le modèle que je propose. Donc, ça consiste à dire que l'interface que constitue la conscience, quant au gravitationnel, et qui a 6 centres, et vous voyez ces 6 centres ici représentés dans, on va dire, les 6 dimensions supplémentaires de l'espace, ou les 6 degrés supplémentaires de l'espace, qui sont des degrés de liberté vibratoire. Voilà. Et ce qu'on appelle l'âme, ça n'est rien d'autre que l'interface entre l'espace-temps matériel, la matière, et l'esprit, donc qui relève de la conscience pure. Et cette âme, ça n'est rien d'autre qu'un système d'apprentissage. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi, dans ce monde particulier qui contient les âmes, c'est ce qu'on appelle le monde de la psyché. Et donc, il y aurait 4 niveaux, tels qu'on le présente comme ça. Il y aurait la source d'information, qui est avérée par la physique. Il y aurait le système d'embarquement. Nous sommes, les matérialistes considèrent que n'existe que ce qui est en bas, mais ils n'expliquent pas pourquoi c'est conscient. Et donc, je propose comme modèle la création d'une interface en 2 parties, un système de guidage qui est subconscient et un système de pilotage qui, lui, est conscient. Et ces quatre parties, finalement, on les retrouve dans une certaine littérature ésotérique en expliquant que tout se passe comme si nous étions nous avions plusieurs identités, nous avions à la fois l'identité du véhicule qui embarque, tiré par un cheval et qui embarque le cocher et derrière son maître qu'on ne voit pas. Donc le cocher. Nous serions finalement à la place du cheval et donc l'amélioration de la prise de conscience qu'on pourrait avoir, ce que beaucoup appellent le passage dans la 4e dimension, ou je ne sais pas quoi, ça consiste à acquérir petit à petit le statut du cocher grâce à une évolution de la conscience qui fait qu'on peut enfin recevoir ces informations parce que on a une conscience qui est suffisamment, donc une évolution de conscience suffisante. Donc les talents, alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que donc, tout à l'heure on a parlé de qu'est-ce qui se passe après la mort, avant, que devient ma vie avant, etc. Mais avec ça on peut commencer à comprendre des choses. On peut commencer à comprendre que par exemple, après la mort, bon on va laisser tomber le cheval et on va se retrouver à la position du cocher, parce que c'est lui qui contient le talent psychique. Tout ce qui est lié à notre vie, à la vie qu'on va quitter, ça n'existe plus. Voilà, parce que, bon, à moins qu'on adopte la théorie qui consiste à dire on se réincarne sans arrêt dans la même vie. Je me réincarne toujours dans le film qui ment. Par contre, à chaque fois, je m'améliore. Alors c'est possible, tout est possible. Donc là, je ne fais qu'émettre des possibilités. Et voilà, il faut bien se lancer. Hein. Je ne prétends pas du tout avoir bâtir un système, mais bon, c'est quelque chose qu'on peut arriver à faire coller de manière à peu près rationnelle à la physique, bien que ce soit de la métaphysique. Alors, à ce moment-là, la clé de l'apprentissage de l'âme, ça consisterait à essayer d'aligner le soi sur le moi. Plus le moi arrive à s'aligner sur le soi, plus le moi arrive à prendre la ligne temporelle qui est l'idéal du moi au départ dans la vie. C'est-à-dire que vous vous incarnez, que vous veniez de votre vie ou que vous veniez d'une autre vie de l'extérieur de l'espace-temps, on s'en fiche, vous vous incarnez dans une vie qui est celle que j'appelle celle de l'anima, c'est-à-dire que vous n'y êtes pas, et donc c'est une vie qui est là, on va dire que c'est une vie inconsciente, parce que l'espace-temps ne bouge pas, et lorsque l'espace-temps ne bouge plus, eh bien c'est plus la peine d'aller chercher de la conscience, puisque la conscience, ça sert justement à faire bouger l'espace-temps. Donc vous intégrez une vie qui est restée à l'état inconscient, même si c'est celle de quelqu'un qui a existé, c'est-à-dire qui a eu un esprit incarné dedans, et vous décidez de la bouger avec votre moi, qui a besoin de s'aligner sur le soi, qui est le programme de vie que vous êtes fixé avant la naissance. Pour que ça marche, donc il faut réussir à faire cet alignement. Il y a 2 excès à éviter. L'excès d'alignement mène au décrochage, c'est-à-dire à la vie monastique, et le manque d'alignement mène à la dégénérescence, c'est-à-dire celle de l'ego, c'est-à-dire le moi devient un ego. Voilà. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir raccrocher ça à la théorie de la double causalité, et voir comment on peut faire un petit peu de magie dans cette affaire.
Donc voilà donc, le modèle de l'âme que je propose, donc, qui est constitué donc, du moi et du soi.